Et bienvenue dans ce chapitre 9 pour cette première vidéo qui a pour titre, c'est le chapitre qui s'appelle Cohésion des solides ioniques et moléculaires. Alors on va s'intéresser à deux solides que vous connaissez bien, le sucre et le sel. Le sucre est quant à lui constitué de molécules de saccharose, tandis que le sel c'est un petit peu différent, c'est ce qu'on appelle un solide ionique. En effet, il contient les ions Na+ et Cl-. L'objectif, ça va être de savoir ce qui assure la cohésion de ces deux cristaux. Autrement dit, savoir comment ça tient. Donc, il va y avoir 4 parties. La première, on va s'intéresser à l'électronégativité d'un élément chimique. Et dans un premier temps, définir ce que c'est que l'électronégativité, essayer un petit peu de deviner ce que ça veut dire. Ensuite, on va voir les conséquences de la polarité de la liaison. Dans un deuxième temps, on verra le tableau des électronégativités des éléments chimiques qui a été établi par Pauling. Donc, dans un troisième temps, on verra quelles sont les conséquences sur la liaison chimique. Les liaisons covalentes non polarisées, polarisées et liaisons ioniques. Enfin, parce que je vais en avoir besoin aussi, qu'est-ce qui, dans la structure du cristal, quelle est la structure, quelles sont les particularités de la structure d'un cristal ou solide ionique. Alors, on va s'intéresser ici, dans cette première partie, à l'électronégativité d'un élément chimique en partant d'une molécule très simple, c'est la molécule de chlorure d'hydrogène, molécule diatomique, un atome d'hydrogène, un atome de chlore. Chacun d'entre eux possède un électron célibataire, et donc la liaison covalente va être la mise en commun de chacun d'un électron. Autour de l'atome de chlore, on a 3 doublets non liants. Voilà la liaison covalente. Alors ici, matériellement, on voit déjà qu'effectivement, je vais vous le montrer dans une image, la prochaine, je vais vous le montrer après. Et bien ici, vous voyez bien que l'atome de chlore contient effectivement beaucoup plus d'électrons autour de lui, possède beaucoup plus d'électrons autour de lui que l'atome d'hydrogène. Ce qui fait que ce doublet d'électrons va avoir tendance à être situé beaucoup plus proche du chlore que de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus souvent du côté du chlore que de l'hydrogène. On va dire que le chlore est plus électronégatif ou que son électronégativité est plus grande que celle de l'hydrogène. Alors donc, maintenant, on va voir les conséquences sur la polarité d'une liaison. La liaison covalente, la voilà. On voit ici, c'est le schéma que je vous ai promis de vous montrer. Ici, vous avez la probabilité de présence de ce doublet d'électrons. Et on voit qu'il est beaucoup plus souvent situé du côté de l'électron. Il a une plus forte probabilité de présence autour du chlore que de l'atome d'hydrogène. Voilà le nuage électronique du doublet de la liaison, effectivement. Ce qui va avoir pour conséquence l'apparition de ce que l'on appelle des charges partielles, que l'on note delta, que l'on symbolise delta minuscule, localisées sur chacun des atomes. Elles sont de signes différents mais de valeurs égales en valeur absolue. Chacune de ces valeurs représentant une fraction de la charge élémentaire. En aucun cas, vous avez un ion Cl- et un ion H+, ici dans la molécule. Vous avez simplement apparition, puisqu'il y a une disproportion entre la répartition du doublet, de ce doublet-là, donc vous avez apparition de ce que l'on appelle une charge partielle. La charge partielle positive delta+ sur l'hydrogène et la charge partielle négative sur le chlore. On va dire ainsi que la liaison, elle est covalente, polarisée ou polaire, parce qu'en effet, au niveau de cette liaison, c'est comme si d'un côté vous aviez une charge delta+ et de l'autre une charge delta-.
Alors, maintenant, on va s'intéresser à un nouveau phénomène, c'est-à-dire comment savoir si le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène. L'électronégativité va mesurer la capacité qu'a un atome à attirer vers lui les électrons de la liaison. Alors, en 1932, Linus Pauling, que vous voyez ici apparaître sur l'écran, eh bien, alors qu'il travaille sur la nature des liaisons chimiques, va introduire cette notion d'électronégativité et associer à la plupart des éléments chimiques une valeur d'électronégativité. D'ailleurs, pour la petite histoire, il va obtenir pour ses travaux en 1954 le prix Nobel de chimie. Il va encore en obtenir un, puisque c'est un homme engagé pour sa campagne, plus tard, pour sa campagne contre les essais nucléaires. Alors, donc je vous présente maintenant le tableau des électronégativités. De manière générale, cette électronégativité, elle est croissante suivant une ligne dans le tableau de la classification périodique et elle est croissante suivant une colonne de bas en haut. Pour la ligne, du coup, c'est de gauche à droite. Donc, de manière, puisque si on applique cette règle, eh bien, vous voyez que l'atome de fluor a une électronégativité de 4,1. Ces électronégativités étant exprimées sans dimension, ce sont des nombres. Ensuite, eh bien, le moins électronégatif va être celui-ci, là, le Fr, c'est-à-dire le francium. Ensuite, donc d'abord, dans un premier temps, toutes ces valeurs ne sont pas à connaître. Il existe parfois des exceptions. D'accord? Par exemple, vous voyez ici un 7, un 7, un 8, de retour un 7, un 8. On va s'intéresser maintenant dans ce tableau à l'électronégativité de certains atomes, notamment l'atome d'hydrogène de 2,1, l'atome de chlore de 9, l'atome de carbone de 5 et l'atome de sodium 1. Alors maintenant, quand va-t-on avoir une liaison covalente polarisée, non polarisée et enfin une liaison ionique? Eh bien, on va s'intéresser à une autre molécule, c'est celle de dihydrogène. Là, il n'y a pas de différence d'électronégativité puisque les atomes sont identiques. La liaison est covalente mais non polaire. Donc celle-ci, c'est celle que l'on a étudiée. Une différence d'électronégativité suffisante pour voir apparaître des charges partielles positives et négatives sur chacun des atomes. Maintenant, on va s'intéresser à la molécule de méthane et plus exactement à la liaison entre le carbone et l'hydrogène. Ici, la différence d'électronégativité, qui n'est que de 0,4, n'est pas suffisante. Donc la liaison est covalente, mais non polaire. Ensuite, donc ça c'est la maille de cristal, c'est-à-dire du cristal de chlorure de sodium, c'est-à-dire la répartition des ions, puisque le solide ionique est constitué d'ions, suivant en fait la géométrie, avec une géométrie dans l'espace. Eh bien, ici, la différence d'électronégativité, elle est de 1,9. Elle est beaucoup trop grande. Donc la liaison n'est plus covalente, elle est dite ionique. Donc la liaison covalente n'existe plus. Donc, pour le premier cas, il faut que la différence elle est covalente mais non polaire. Vous avez deux possibilités. Soit la différence d'électronégativité est nulle. Dans le deuxième cas, vous allez avoir une liaison covalente polaire. Il faut que la différence d'électronégativité soit comprise entre 0,5 et 1,7. La différence d'électronégativité dans le troisième cas est inférieure à 0,5. Donc, la liaison est covalente mais non polaire. Si la différence d'électronégativité entre deux éléments est 7 fois supérieure à 1,7, alors la liaison est ionique. Donc je vous représente les deux atomes, liaison covalente non polarisée pour le premier. Ensuite, liaison covalente polarisée avec apparition des charges partielles. Ensuite, 4 liaisons covalentes non polarisées. Et enfin, dans le dernier, eh bien carrément là, on a des ions qui apparaissent, c'est-à-dire ce ne sont plus des charges partielles, mais des charges élémentaires, plus ou moins évidemment,
qui apparaissent sur les atomes, on va dire, qui sont devenus des ions. Maintenant, on va voir quelques caractéristiques. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté la maille du chlorure de sodium. La maille, donc, c'est l'agencement dans l'espace des différents ions. Je vous présente une deuxième maille, c'est le fluorure de calcium. Voilà, vous avez des ions calcium Ca2+, et des ions fluorure F-. Dans les deux cas, on voit qu'un solide ionique est constitué d'anions et de cations qui sont régulièrement disposés. Ces ions sont ordonnés et fixes. Maintenant, on va s'intéresser à ce que l'on appelle la formule statistique. Pour ce faire, eh bien, effectivement, le chlorure de sodium, comme la matière, est globalement neutre. Sa formule dite statistique va indiquer la nature et les proportions des ions, sans en mentionner les charges. On va écrire le cation avant l'anion et le nombre des ions en indice après l'ion concerné. Alors, ici, pour le premier, l'ion Na+, c'est le cation. L'ion Cl-, c'est l'anion. Donc vous avez un ion Na+, pour un ion Cl-. Donc je vais écrire Na1Cl1. Or, on sait qu'en chimie, on n'indique pas quand ce sont des 1, donc NaCl comme formule statistique pour le chlorure de sodium. Maintenant ici, pour celui-ci, on voit un ion Ca2+, pour deux ions F-. Ça c'est le cation, ça c'est l'anion. Donc on va écrire Ca1, qu'on n'écrit pas, F2. Et on va vérifier effectivement. Donc voici la fin de cette première vidéo.